Bonjour les amis, bonjour à tous les lutétiens et les non-lutétiens qui nous suivent aussi. Bienvenue dans une nouvelle émission de l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les lutétiens pensent tout bas. On se retrouve aujourd'hui évidemment parce que la 15e journée a pris fin, donc la saison régulière vient de se terminer. La dernière vidéo portait sur le Money Time et donc effectivement on rentre dans la phase de match à élimination directe, la phase de coupe comme on appelle ça. D'un côté les playoffs, de l'autre côté la chocolate. On va analyser ça en détail parce que ça a l'air d'être passionnant. Les matchs sont d'une intensité, les matchs à venir sont d'une intensité folle. Il y a du challenge, en veux-tu, en voilà. Et puis surtout en chocolate, il y a des règles de malade, de maboule. Il y a des règles qu'un cerveau lutétien pourrait créer. Donc il faut qu'on regarde ça. Évidemment, une deuxième vidéo suivra un peu plus tard dans la semaine, je l'espère, sur un résumé global de la saison. En tout cas de la saison régulière, des 15 journées écoulées, on verra effectivement les meilleurs joueurs, les plus mauvais, les stats. Naturellement, je sais que vous aimez ça, les stats, les moyennes, le nombre de touchdowns, le nombre de sorties effectuées. On comparera par rapport aux saisons précédentes. Mais concentrons-nous d'abord sur ce qui nous intéresse le plus, maintenant que la saison régulière est terminée, à savoir évidemment, donc d'un côté les playoffs. Mais bon, c'est anecdotique, cet accessoire. Et de l'autre côté, la chocolate, parce qu'évidemment, la chocolate, c'est notre passion à tous. Regardons peut-être un petit peu le classement. Le classement tel qu'il apparaît sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? Eh bien, que dire sinon que... comment dire J'avais raison, voilà, tout simplement. Alors, les mauvaises langues vous diront, mais non, mais ils racontent n'importe quoi. Mais les vrais le savent. J'avais tout bon, ou quasiment tout bon. Alors, effectivement, il y a quelques résultats qui ne respectent pas mes prédictions, mais j'ai envie de dire, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est la réalité qui est fausse, tout simplement. Voilà, c'est la réalité qui n'a pas compris le chemin qui lui était tracé. Et les joueurs n'ont fait qu'à leur tête et ont suivi les dieux du hasard, les dieux du destin, plutôt que de suivre une logique impondérable, intransigeante et inflexible de Duda, la logique de l'algorithme de Duda, qui avait de toute manière raison. En réalité, si on regarde bien par rapport à mes prédictions sur le Money Time, j'ai 12 coachs qui sont arrivés pile poil au même nombre de points et de différence de touchdown que je leur avais prédit. Bon, voilà, ça s'appelle tout simplement le talent. Et puis, ceux qui me suivent et qui me connaissent voient bien que j'ai quand même prédit 16 des 22 qualifiés. Donc, bien au-dessus de la moyenne, presque la totalité, n'est-ce pas ? 16, ça fait presque la totalité sur les 22. J'avais bon. Alors, il y a quelques, effectivement, coachs qui ont réussi des exploits, et bravo à eux, notamment tous ceux qui étaient tier 4 ou tier 5 classés en début de saison par mois. Scarabée, c'est moi qui t'ai fait. C'est grâce à moi, parce que je ne croyais pas en toi, que tu t'es surpassé, que tu as tout donné. Si je t'ai poussé à cela, je t'ai donné de la force pour le faire. Et bravo, tu y es arrivé. Alors, ce qui est drôle, c'est que, évidemment, le classement, vous l'avez, et puis maintenant, tout le monde le connaît à peu près. On va reprendre ceux qui sont qualifiés, le top 10. Mais le plus important, c'est, comme prévu, Scarabée, avec sa défaite sur la 15e journée contre Ashram, a perdu sa place dans le top 10. Alors, sur ce point-là, je tenais à m'excuser. Parce que dans ma précédente vidéo, j'avais spoilé un résultat, en l'occurrence celui du match entre Scarabée et Ashram. A priori, ça a fait un petit scandale dans le Landerneau, j'aurais pas dû. Peut-être, certes, j'aurais peut-être pas dû, je m'en excuse, je vous présente mes plus plates excuses, j'essaierai de ne plus le refaire. Il n'en demeure pas moins que j'avais donné ce résultat, et c'était le seul que j'avais donné alors que j'en avais quelques-uns d'autres, parce que je savais que quoi qu'il arrive, en donnant ce résultat, ça ne changeait rien dans le paradigme de la qualification en play-off. Tous ceux qui étaient de toute manière derrière Scarabée devaient de toute manière gagner pour essayer d'atteindre le top 10. Ça ne changeait rien, en fait, qu'ils savent et ils étaient de toute manière pas éliminés des barrages. Donc, ça concernait 2-3 coachs.
Et de toute manière, il fallait qu'ils remportent leur match. Et d'autres qui étaient en dessous, leur match était déjà joué. Je le savais qu'il était déjà joué, donc je savais que le fait que je donne ce résultat ne changeait rien à l'affaire. Il n'empêche que j'aurais peut-être pas dû, je m'excuse, je le referai plus. J'essaierai plus de le refaire. Non, je le ferai plus, promis. Bon, ce petit drama étant terminé, et puis il se finit bien, on va voir ça tout de suite. Revenons au classement. Alors, le premier, bravo à eux, Bucks et Nabolo. Quelle saison formidable. J'avais prévu, encore une fois, que attention à cette doublette-là. Ils ont quand même perdu 2 matchs, mine de rien, mais ils en ont gagné 11. C'est ceux qui ont gagné le plus de matchs. Donc, chapeau bas, messieurs. Et Galadjin, que j'estimais être arrivé premier, finalement, il finit deuxième. Il se fait dépasser en différence de touchdown par Bucks et Nabolo. Par contre, Galadjin, c'est le seul invaincu de la saison. Donc, la question reste ouverte. Tout le monde connaît cette légende de la Lutèce. Aucun des coachs qui ont été invaincus sur la saison régulière n'ont su remporter le championnat. Est-ce que la malédiction sera brisée par Galadjin cette année? On verra. Quoi qu'il en soit, bravo à toi Galadjin, parce que tu es un jeune coach à la Lutèce et tu démontres tout le bien qu'on pensait de ton coaching, évidemment. Outre le fait que tu sois un adversaire vraiment très agréable à jouer. Bon, ça, c'est accessoire, évidemment, mais non, c'est pas accessoire. En vrai, c'est le plus important. Mais vraiment, bravo à toi. Bon, après, c'est vrai que Galadjin joue un roster nécro. Attention, on sait très bien que les nécros en playoff, ça défouraille tout. Donc, faites attention à Galadjin. Il est deuxième et il démontre bien que c'est un coach à prendre au sérieux. Nick Appel le propre, alors voilà, ça c'est troisième avec des Snotling. Mais j'ai plus rien à dire, moi. En fait, il faudrait que je range. Enfin, quand ils jouent ces deux-là ensemble, faut ranger les cartons, faut tout ranger, faut ranger les caméras, les vidéos, l'ordinateur. Ça sert à rien de faire des vidéos. Les mecs, ils cassent tous les stats, ils cassent tous les algorithmes. Encore une fois, je répète, ils plient la spatio-temporalité pour faire n'importe quoi. Il n'empêche que à un moment, au début du championnat, c'était quand même pas simple. Hein. Et puis tout à coup, je sais pas ce qu'ils ont commencé à faire. Alors si, je sais, ils ont arrêté le gras de tête. En vrai, ils ont arrêté le gras de tête. Ils jouent plus un gras de tête. C'est trop compliqué, paraît-il, à gérer. Donc ils jouent chacun une mi-temps. Mais bon, quoi qu'il en soit, une seule défaite avec des Snotlings sur toute l'année. Franchement, c'est plus que extraordinaire comme résultat. Et celui qui suit, alors le frangin de Nicap, Pedro, arrivé 5e avec l'Alliance du Monde, pareil, c'est quelque chose de hallucinant. Avec son compère Laraigne, le lanceur de dés fétiche, ils assurent le coup comme pas possible. 3 défaites seulement sur la saison avec l'Alliance du Monde, incroyable. Derrière, à la 5e place, on retrouve Bud Milka. Alors, on connaît Bud Milka, c'est un super coach, un vétéran de ce jeu-là, avec des ogres, une seule défaite aussi. Que dire, sinon qu'il démontre une maîtrise parfaite et totale de l'ensemble du jeu. Bravo Bud Milka, 5e, j'y ai pas cru. Et encore, il se met du handicap dans la tronche parce que il dit aux adversaires, choisissez-moi mon inducement à moi, choisissez-moi les stars que vous voulez avoir sur le terrain face à vous. Et même avec ça, il arrive quand même à faire 5e. Donc là, vraiment incroyable comme score. SSB qui vient, le vainqueur ensuite, le vainqueur d'il y a 2 ans. Il avait énormément de mal en début de saison avec CO Elf. Et bien finalement, il démontre toute sa classe et tout le bien qu'on pensait de lui aussi, de son niveau de coaching. Il arrive quand même à finir 6e avec des Elf. Là, c'est pareil. On sait que les Elf, à un moment donné, c'est un roster en playoff, en élimination directe, qui peut tout dégommer. Ce n'est pas pour rien que ce roster-là a déjà gagné 2 fois de mémoire, 2 fois la Lutèce. Olivier Dulac, on en reparlera tout de suite après. Pareil, qui connaît pas Olivier Dulac, meilleur joueur mondial, en tout cas selon le classement de la NAF. Nurgle, c'est un roster solide, mais pareil, arriver à qualifier Nurgle dans le top 10, et même dans le top 8, donc directement qualifié en 8e de finale de la Lutèce, c'est pas des choses données à tout le monde et Olivier l'a fait merveilleusement bien. Alaric enfin qui arrive en 8e position, il arrive à choper la 8e position avec des Skaven. Alors les Skaven, on sait que c'est un roster plutôt facile, plutôt aisé. C'est en playoff que ça se corse quand même pour les Skaven, même s'ils ont gagné effectivement à de nombreuses reprises le championnat. On sait que c'est un roster fait pour la Lutèce. Le Alaric démontre qu'il le manie plutôt bien et donc malgré quelques défaites, il a quand même un différentiel hyper
hyper positif, et surtout c'est celui qui a le plus gros touchdown average, la plus grosse différence de touchdown. C'est celui qui a marqué le plus de touchdowns sur la saison, donc bravo à Alaric. Et ensuite viennent ceux qui sont 9e et 10e, donc qui sont pas qualifiés directement en top, enfin si, si, pardonnez-moi, ils sont qualifiés directement en huitième de finale, mais ils ne seront pas classés, c'est-à-dire qu'ils seront tirés au sort avec les autres joueurs qualifiés des barrages pour rejoindre les joueurs classés du top 8 pour être au huitième de finale. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, renvoyez à la vidéo de ma dernière vidéo, ce sera plus simple pour vous de comprendre. Et donc là, on retrouve le PEG et puis les vainqueurs de l'année dernière, Azroag et Slade Mortis, qui ont réussi de justesse à dépasser Scarabée à cause de la défaite de Scarabée contre Ashram. Regardez, ça se joue, ils ont le même nombre de points, 28, le même différentiel de touchdown 8, ça se joue au nombre de points adverses qui sont largement en faveur de Azroag et Slade Mortis. Ça se joue à ça, parfois, une qualification dans le top 10. Ça veut dire que Scarabée, il rejoint tous les autres en barrage. Alors, barrage ou 16e de finale, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça barrage, mais peu importe. Et donc, qui sont les grands perdants? Donc, on retrouve là Scarabée, Sebutuno qui a merveilleusement gagné son dernier match. Alors, je pensais qu'il avait perdu contre Bozo, mais non. Ashram, bravo à Ashram avec des gobs. Alors, c'est pas vraiment des gobs, hein. C'est des stars entourés de gobs, mais c'est Bomber entouré de gobs. Mais bon, ça reste quand même un roster gob, donc bravo à lui. Imperator Day, Scriptim Keys qui a quand même pas mal perdu sur la fin de saison alors qu'il trustait les premières places. Mais bon, humain, c'est pas simple, hein. Bosk, avec des nains qui ne qualifient pas les nains en playoff naturellement. Garden. Azmogi, alors un autre Snotling, incroyable. Alors Azmogi et Pagnol, non, parce que Pagnol n'a pas joué le moindre match de la saison, donc c'est Azmogi, hein, soyons honnêtes, c'est Azmogi qui a qualifié cette équipe. Snotling, alors il a un peu plus de mal que Nick le propre, mais quand même, qualifié en barrage, incroyable, chapeau bas à lui. Crouch, j'avais prévu que Crouch à 23 points, il allait se qualifier avec sa super différentiel de touchdown de 10. Il était quasi sûr d'être qualifié, il ne fallait pas qu'il perde son dernier match, il a réussi à faire nul. Le Liquid Squeeze, rappelez-vous, c'est les plus grosses victimes de la saison. Plus de 700 000 points de joueuses Amazon de perdu sur toute la saison. Ils réussissent quand même l'exploit de se qualifier. On en reparlera après. Ils réussissent quand même l'exploit de se qualifier en playoff, en barrage. Mais bravo à eux aussi. Et puis le petit dernier, Kossus qui jump à in extremis, mais on verra que c'est pas le seul en réalité. In extremis, qui jump à la 22e place, bravo. Alors qui sont les deux grands perdants qui sont sortis des barrages, qui sont sortis du top 22? Bah c'est Bozo, comme j'ai dit, qui a perdu contre Sebutuno, et la Blatt qui n'a pas réussi. Il lui suffisait de faire un match nul. Ouais, il fallait. Ouais, non, même match nul, ça passait pas. Fallait qu'il gagne contre Alchemy et Ankh-Morpork. Bref, il a perdu. Mais en réalité, si, un match nul suffisait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, vous voyez là, la place du con, c'est, paraît-il, Chouf, 23e. Ça fout un peu les glands d'être 23e. Surtout que Chouf a gagné son dernier match. Et même Dritz, 24e, lui aussi a gagné son dernier match. Et vous voyez que ça se joue à la différence de touchdown. Kossus est à 4 et Chouf et Dritz sont en 2, donc ils ne sont pas qualifiés. Sauf que, chose extraordinaire, alors ça arrive assez régulièrement en vrai, il y a deux joueurs qui ne peuvent pas se jouer pour des raisons professionnelles ou privées, ne peuvent pas jouer les playoffs. Il s'agit de Bosk et d'Olivier Dulac. Et oui, Olivier Dulac qui donne sa 7e place donc à Alaric. Alaric qui passe à la 7e place. Et du coup, le PEG qui jump à la 8e place. Et du coup, le PEG est qualifié directement en 8e de finale. Et en plus, il sera classé. Il sera dans les positions classées. Et qu'est-ce qui se passe du coup si Olivier Dulac perd sa place? Qui prend sa place dans le top 10? Eh bien, c'est Scarabée qui était le malheureux 11e qui était sorti du top 10. Le voilà avec cet abandon d'Olivier Dulac. Le voilà 10e. Et donc, lui aussi, Scarabée qualifie directement donc en 8e de finale. Donc, l'honneur est sauf. Bravo Duda. Tout ça, je le savais. Bon, il ne sera pas classé, mais il est qualifié quand même directement en 8e de finale. Et du coup, l'autre joueur
Eh bien, c'est Bosc. Bosc qui, comme chaque année, va partir en Corse, j'imagine, encore une fois. Et donc, il jouera pas les playoffs. Et donc, du coup, ça laisse deux places dans les playoffs. Bah, les deux places, elles seront prises par qui? Bah, forcément, par ceux qui étaient 24e et 25e. Ceux qui étaient 23e et 24e, pardonnez-moi. Chouf et Dritz. Qui prennent leur place. Bravo à eux deux. C'est amplement mérité aussi. Magnifique saison des deux coachs. Et donc la Blatt qui est le premier non qualifié. Alors on va pas dire qu'il prend la place du con parce qu'il finalement il est 25e, donc c'est pas vraiment la place du con. La place du con reviendrait à Chouf en réalité, donc il n'y a pas vraiment de place de con. Même si par ailleurs, hein, la Blatt, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, il n'y a pas de place de con. Mais bon, la Blatt peut quand même s'en mordre un petit peu les doigts. C'est pas grave, il se consolera avec d'autres trophées, notamment celui du meilleur chasseur. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc c'est pas très très grave. Ceci étant dit, voyons maintenant les playoffs. Comme vous le savez, à la Lutèce, les joueurs du premier au 8e sont classés. C'est-à-dire que l'échelle est faite de telle manière, l'échelle de grimpette jusqu'à la finale est faite de telle manière à ce que le premier ne rencontre pas le deuxième avant la finale. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne que les premiers, ici Nabolo et Bucks, sont à l'opposé, naturellement, vous imaginez bien, sont à l'opposé de Galadjin, tout simplement. Voilà. Et donc, les autres joueurs sont classés de telle manière à ce que le deuxième, là, il rencontre le 7e, et le premier, il rencontre éventuellement le 8e, si si les deux vont en quart. Et donc, on a donc d'un côté du tableau, on a donc Bucks et Nabolo, le PEG. Donc, s'ils gagnent leur match de 8e, ils vont se rencontrer. Ensuite, on a Pedro et Lareigne avec Bud Milka. Ça pourrait, s'ils se qualifient, ça pourrait faire un match incroyable. On a aussi Nicap et le propre contre SSB. Et donc là, vous voyez que Nicap et le propre, ils sont de l'autre côté du tableau par rapport à Bud Milka. Donc déjà, on se dit que les Minus ne vont pas... Par rapport à ce que je disais dans la précédente vidéo, finalement... La dernière journée fait en sorte que les deux Minus les deux Minus qualifiés directement, qui devaient se croiser en quart, ne se croiseront pas avant la finale. Enfin, là, ça pourra faire un match vraiment en étincelle. On a Galadjin contre Alaric. Si jamais il se qualifie, ça fera un quart de finale de folie. Alors, vous voyez qu'à côté, on a déjà les paires et on en parlera très vite, des 16e. Mais attention, ce tableau-là, il n'est pas encore à jour. Là, les commissaires les ont mis comme ça pour qu'on voit bien les différentes équipes qui se rencontrent. Hein, et on va en parler. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que, puisqu'ils sont en face, par exemple ici, les Fouines de Malakoff et les experts de l'Opéra Garnier étant en face des Nordiques de Bucks et Nabolo, ça ne veut pas dire que le vainqueur des 16e ici, entre le Liquid et Squeeze et Garden, va rencontrer forcément Bucks et Nabolo. De la même manière, ici, la rencontre entre Kossus et Dritz, le vainqueur ne rencontrera pas le PEG. Il y aura bien un tirage au sort intégral des qualifiés des 16e de finale plus les deux qualifiés directs en 8e de finale qui passent pas par les barrages, à savoir Azroak, Slad et Scarabée, qui vont être tirés au sort et mis en face de chacun des joueurs classés du top 8. Ça veut bien dire que Azroag et Slad Mortis ici ne rencontreront pas nécessairement Galadjin. Donc Azroag, ça sert à rien d'appeler Galadjin, hein. C'est ce que disait le propre sur le forum. N'appelle pas Galadjin, ne lui met pas la pression, parce que ça se trouve, tu joueras pas Galadjin, il y aura un vrai tirage au sort. Donc ça, c'est pour vous présenter effectivement comment ça va se passer, les différentes phases de la compétition à élimination directe jusqu'à la finale, qui démontrera le grand vainqueur, le meilleur joueur ou la meilleure doublette du championnat, comme l'année dernière avec Azrag et Slad Mortis. Regardons maintenant en détail peut-être les différentes oppositions des 16e de finale. Alors,
Le premier, c'est donc le Liquid Squeeze, qualifié vraiment in extremis, et vraiment c'est un exploit avec tout ce qu'ils ont pris dans la tronche, contre les rats, les Skaven de Garden. Garden, ancien vainqueur, n'oublions pas, d'il y a quelques saisons, de la Lutèce, avec des nécros, et coach, joueur très sérieux. Si on regarde sur le papier, alors il y a un écart quand même assez important pour le Liquid Squeeze, puisqu'ils sont à une value de 140 ou 1400 comme vous préférez, contre 1540 pour Garden. Garden, c'est 1540 ici, c'est marqué là, voilà, avec une très belle équipe. Et de l'autre côté, 1400 pour le Liquid Squeeze. C'est rageant quand même parce que 1400, il y a un écart de 140 000. Pas assez à 10 000 près pour prendre un sorcier. Je pense que ça va se jouer là-dessus parce que si vous regardez bien les deux équipes, même si elle est joliment compée, celle de le Liquid Squeeze, elle n'est pas assez compée. Il y a un seul tacle et une lutte sur une 3 quarts guerrière avec 5 de move et un seul tacle arraché la balle, pareil sur un 3 quarts aussi. C'est compliqué. En face, vous avez quand même une équipe qui a de quoi faire peur et avoir largement du répondant face à le Liquid Squeeze. Honnêtement, moi, je vise en pourcentage de chance, on va dire 60-40% de chance pour que Garden passe, 40 pour le Liquid Squeeze. Ça va être très compliqué pour les Amazones, à mon sens. Ensuite, vient le duel elfique, les elfes noirs contre les elfes sylvains, Drizzt d'un côté, Kossus de l'autre côté, deux véritables vétérans de la Lutèce. Ça va être un match âpre et certainement impressionnant au niveau de la stratégie. On a un léger avantage en team value pour Drizzt, 1545 pour Drizzt contre 1605 pour Kossus, 60 000. 60 000, c'est pas assez, évidemment. C'est quoi? C'est un tonneau, c'est tout. C'est un tonneau pour Drizzt. L'équipe de Kossus, elle est quand même magnifique, avec un danseur de guerre irrésistible, arracher la balle, glissade contre les tacles, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Mais de l'autre côté, Drizzt a aussi du répondant, notamment une furie lutte arracher le ballon hyper impressionnante, et puis le blitzer châtaigne tacle, esquive, le classique esquive châtaigne tacle. Si vous arrivez à monter un blitzer en elfe noir assez loin, c'est ça qu'il faut faire. Esquive châtaigne tacle, ou esquive tacle châtaigne, comme vous voulez. Mais c'est les 3 combos ça suffit. Là, il est joueur parfait. Donc franchement, là, c'est peut-être l'un des matchs le plus indécis, sinon le plus indécis. Des deux côtés, il y a des joueurs magnifiques. Il n'y a pas suffisamment d'inducement pour permettre à Drizzt de surpasser la puissance des elfes sylvains à la rapidité. Par contre, il y a quand même des joueurs, la Fury que je vous ai montré, ou le Blitzer, qui peuvent vraiment embêter Kossus. Au niveau de l'expérience de jeu, les deux coachs sont parfaitement des vrais vétérans, donc très expérimentés. Donc vraiment, là, pour le coup, c'est peut-être le seul match où je dirais c'est 50-50. C'est vraiment balle au centre, et ça se jouera au dé. Ça se jouera vraiment au dé. Bon, on verra. Mais là, je donne pas il n'y a pas véritablement d'outsider et de joueurs favoris sur cette rencontre-là. Alors ensuite, on a Martoni et Luix, pareil, qualifié in extremis, mais qualifié quand même comme j'avais prévu contre Sebotouno. Alors là, c'est le plus gros écart de team value, hors minus, naturellement, hors minus, des barrages. Incroyable, l'équipe de Luix et de Martoni, une fois que les vampires s'est monté, c'est devient n'importe quoi. C'est plus du Blood Bowl, on va dire. Regardez-moi ces vampires. 1 710 000 d'Inducement, ou 1710, de team value, pardonnez-moi. 1710 points, c'est juste hallucinant. Et de l'autre côté, on a un Sebotouno avec une très jolie équipe aussi, 1440, 1 440 000. L'écart, il est immense, il est 270 000 points. 270 000 points quand même. De quoi prendre un sorcier. Et je pense que franchement, Sebotouno aurait tort de s'en priver. Il a aussi une très belle équipe. Regardez-moi ce Berserker, châtaigne, tacle, esquive en force, et la Valkyrie, esquive, blocage pris sûr, évidemment avec l'arracher la balle. Ça va compliquer pas mal la donne pour Martoni et Luix.
Mais de l'autre côté, franchement, le roster de Marteau et de l'UX, il frise l'insolence. Le Vampire Thrower, là, blocage, esquive, tacle, glissade contrôlée. Non, mais le mec, il a tout, quoi. Esquive, arracher la balle pour le Vampire Blitzer. Il y a tout ce qu'il faut aussi dans cette équipe. Donc là aussi, c'est dur de définir un favori pour cette rencontre-là. Bon, il y aura un sorcier, je gage qu'il y aura un sorcier du côté de Cebutono. Et qu'est-ce qu'il va faire avec les autres points? Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Il lui restera quand même 70, 120 000. Bon, pas assez pour prendre une tronçonneuse par exemple. Puis je pense pas que ce soit le genre, mais peut-être un appôt ou une bribe, on verra. Mine de rien, si je regarde bien la fin du championnat, Marteau et Luix surperforment. Certes, ils ont perdu de la géance, mais depuis, ils n'ont fait que des victoires. Ils sont sur une série de 4 victoires de suite, assez impressionnante, alors que de l'autre côté, Cebutuno, il est en ralenti. Hein. Alors, il a gagné quand même le dernier match, mais il a perdu contre Nicapé le propre, il a fait que nul contre Dritz. Bon, ça reste Dritz, mais quand même. Donc, il est plus au ralenti. Si le sorcier marche pas, parce que je pense qu'il prendra le sorcier, mais si le sorcier fonctionne mal, je vois mal son équipe à pouvoir arrêter les vampires. Allez, je vais dire un 55-45 en faveur de Marteau et Luix, donc vraiment très petit écart, mais je me mouille un petit peu. Pour moi, les favoris sur cette rencontre-là sont Marteau et Luix. Regardez-moi cette équipe, c'est l'insolence. C'est indécent, franchement, c'est de l'indécence. C'est de l'indécence. Ensuite, nous avons Imperator Day et Script Team Kiss, deux coachs maintenant qui commencent à être connus dans le Landerneau, qui commencent à démontrer forcément qui sont parmi les grands outsiders du championnat, presque, on va dire, même valeur sûre, des mecs qu'on retrouve régulièrement dans les premières places, même s'ils sont assez jeunes chez nous en tout cas, ils démontrent qu'ils maîtrisent parfaitement le jeu. Alors, Imperator Day, il a une jolie petite équipe d'Amazon, vraiment avec de très beaux joueurs. Hein. Le blocage, la blitzeuse Piranha, blocage Shot-and glissade contrôlée par exemple, ou la lanceuse, blocage prise sur frappe précise, pardonnez-moi. Très 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 belle équipe, avec une team value pas énorme, 1520. C'est pas énorme, surtout que finalement celle de Kiss Kiss Bang Bang de Script Team Kiss, elle est pas beaucoup moins chère, 1460, ça fait que 60 000 de team value d'écart. C'est quoi? Pareil, c'est un tonneau de Bloodvisor. Et là, le problématique, c'est que Script Team Kiss, il a vraiment trusté les premières places depuis le début du championnat. Hein, si on regarde sa frise. Et puis en fin de saison, c'est des humains, hein, ça s'effondre forcément. La difficulté, c'est qu'il a quand même perdu beaucoup de joueurs et surtout, il a perdu un blitzer tackle là, à la 15e journée, hein, si je ne m'abuse. Voilà. Un joueur tackle en moins, comme par hasard, alors qu'il devait jouer contre les Amazones. Ça peut être problématique. Et il a deux tacleurs. Hein. Il a un shutting tackle ici et un autre tacleur ici, mais c'est un receveur tackle. Et c'est tout. Si vous voulez son équipe, elle est bien compée, mais pour moi, elle n'est pas assez expérimentée, alors que celle d'Imperator Day, elle est quasiment parfaite. Elle est full compée, elle est très très bien, avec des joueurs de lutte de partout, de la lutte à arracher la balle ici, un 3/4 lutte à arracher la balle. Il y a de quoi faire. Donc honnêtement, je vois mal comment Script Team Kiss pourrait lutter contre cette équipe-là. C'est vraiment, les Amazones, c'est un des plus mauvais rosters à jouer pour les humains. Ils n'aiment pas ça. Moi, là, pour le coup, je me mouille carrément. L'avantage à Imperator Day, c'est du 60-40 en faveur d'Imperator Day. Ensuite, vient le Venus Ashram avec son équipe totalement hallucinée de Gob contre celui qui est repêché, le repêcheur, le miraculé, Cold le miraculé, ou le miraculeux, Chouf, qui finissait à la place du con cette saison, et qui finalement, grâce au double abandon, Bosque et Olivier Dulac, arrive à se qualifier, tout comme Dritz, bien sûr. Et donc il saute à la 21e place, tout simplement. Et donc, il est tiré au sort contre Ashram. Là, c'est pareil, ça va être compliqué de définir qui serait potentiellement le favori, même si on va s'amuser à le faire. Chouf, il a une belle équipe de morts-vivants, hein, une très belle équipe de morts-vivants. Par contre, là où le bas blesse, c'est les deux revenants. Vous voyez, les deux revenants, ils sont à poil, rien du tout. Alors, il a une jolie goule, blocage, glissade contrôlée, prise sûre, et surtout une autre très importante contre les gobes, tacle et lutte.
Celle-là, va falloir s'en occuper, Ashram. Hein. Mais vraiment, là où le bas blesse, c'est les deux revenants qui sont là normalement pour blitzer dès le début, avec un revenant tac châtaigne, les gobs sauteraient l'un après l'autre. Mais là, ça va être compliqué. Surtout que la team value 1430, on se dit, c'est pas énorme 1430. Oui, c'est pas énorme. C'est vrai, c'est pas énorme. Mais c'est des gobs en face. C'est des gobs en face, 1075. 355 000 points d'inducement en faveur d'Ashram. Alors effectivement, l'équipe, c'est des gobs, ça paye pas de mine, on est d'accord. Il y a un troll guard et un troll bagarreur qui tirent au hasard. C'est mieux que blocage multiple, on est d'accord. Mais bon, ça fait pas peur. Mais on sait très bien que Ashram, il joue sur les stars. Alors la question, c'est quelle star prendra-t-il ? 355 000 points. Bon, allez, on sait très bien qu'il y aura un bomber. Hein. Quand vous regardez toutes les stars prises depuis le début du championnat, bomber, c'est quasiment à chaque match. Hein. Sinon, c'est à chaque match en vrai. Hein. Donc, il sera là. L'autre question, c'est est-ce qu'il y aura un skitter ? Est-ce qu'il y aura un glart ? Fungus ? À voir. J'imagine qu'en réalité, connaissant Ashram, il y aura un sorcier. Parce qu'un sorcier contre des morts vivants, ça fait le café. Sur une attaque de morts-vivants, le sorcier, il fait le café. Et il restera encore 150 000 points à dépenser pour Ashram. Donc même s'il se passe de skitter, par exemple, c'est pas grave. Il va prendre un fungus, par exemple. Et de toute manière, il a son petit gob bâton au ressort à 8 de move. Hein, n'oubliez pas, 8 de move. Faut pas se faire avoir. Qui est là pour jouer le ballon. Hein. Donc c'est comme un skitter stab du pauvre. Hein. Puisque de toute façon, le poignard contre les morts-vivants, faut se réveiller très tôt pour l'utiliser. L'un dans l'autre, je pencherais pour un sorcier, un bomber et puis peut-être un fungus pour Ashram. Mais du coup, ça va être compliqué pour Chouf, notamment à cause de cette faiblesse au niveau des revenants. On va dire c'est léger avantage en faveur de Ashram, 55% et 45% pour Chouf, parce que quand même, ça reste du mort-vivant. Ça peut exploser des gobs en vol. Et après, il n'y a plus de gob, il n'y a plus d'équipe et il n'y a plus rien à faire. Mais léger avantage pour Ashram, à mon sens. Et enfin, on finit vraiment en beauté. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Crouch, avec une magnifique équipe orc, contre Asmogi et ses Snotling de folie. Attention, on va regarder ça très en détail. Les Mork Ravens, c'est 1630 points de team value, avec une équipe de dingo, évidemment, un châtaigne tacle Juggernaut ici, un tacle arraché la balle, autre blitzer. Enfin, l'équipe, elle fait peur sur le papier. Je ne sais pas combien de châtaignes il y a en face. Tous les orques noirs, ils ont blocage. Les Snotlings peuvent effectivement exploser en vol. Sauf que l'équipe, les ergs de Asmogi et Pagnol, même si Pagnol ne joue pas, c'est 775 000 de team value. 775 000. L'écart, il est de 860 000. 860 000 points d'inducement, les gars. C'est juste insolent. C'est pareil. C'est scandaleux, cet écart. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre, Asmogi, hein? On se demande qui c'est qu'il va prendre comme star. Parce qu'il y aura forcément des stars. Alors, il y aura forcément les petits rookies Snotling, hein, comme on appelle ça, les trucs déchaînés, là. Les débutants déchaînés, mais c'est normal, qu'il prend très souvent, parce qu'il a besoin de ça pour avoir du banc. Ça, c'est sûr qu'on aura ça. Et derrière, il y a un Morgentorg, regardez, en fin de saison, à chaque match. Hein. À chaque match, il y a un Morgentorg. Donc, il y aura... En vrai, s'il prend 860 000, t'enlèves les débutants déchaînés à 100 000, ça fait 760. 760, ça fait 2 Morgs. 2 Morgs, pile poil, 2 Morgs. Il peut prendre 2 Morgs. Si le bureau lui autorise, il prend 2 Morgs. Ça Crouch. Bon, évidemment, il ne le fera pas, il ne peut pas. Donc, il y aura un Morg et il reste encore 380 000 points. Alors, qu'est-ce qu'il prend dernièrement ? Un Akfelm ? Oui, très certainement. Akfelm, mieux qu'un Skitter, j'imagine, face à des orques. Donc, oui, il y aura probablement un Akfelm, même si, bon, en face, il y a du répondant quand même. Hein, il y a du répondant. Mais bon, il a encore de quoi prendre même un sorcier. Akfelm plus sorcier. Enfin, donc, vous aurez des rookies déchaînés, Morg, Akfelm, et si je compte bien, Sorcier. Tout ça pour le prix d'un. Allez, c'est cadeau comme ça, c'est donné. C'est donné à Asmogi. Et c'est pour ça que je me dis, franchement, Crouch, il y a une
très belle équipe, il n'y a rien à dire sur le papier. Et qu'est-ce que tu veux faire contre en orc, un sorcier, Morgue, et va attraper Akfalm en plus. Alors certes, il y a un tacle ici. Et il y a un deuxième tacle ici, arracher la balle. Mais il suffit que de coller un Morgue ou autre, ou même un gobelin à la con, un snotling à la con, sur un des deux, enfin sur les deux, et puis après, Akfalm, il part et il est difficilement rattrapable. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il y a quand même un léger avantage en faveur de Azmogi. Encore une fois, les Snotlings qui tordent les règles avant que ça craque, ça tord jusqu'à ce que ça craque. Enfin, juste avant que ça craque, je voulais dire. Non, mais c'est dans les règles, effectivement, même si bon, voilà, la team value et l'écart est immense et ça joue sur les stars. Pourquoi pas, c'est une stratégie de jeu aussi. Mais du coup, pour moi, à mon sens, il y a un léger avantage en faveur de Azmogi sur ce match-là. 55-45 pour Azmogi. Enfin bref, voilà mes prévisions. Je vous les récapitule quelque part par là, dans un joli tableau ou une jolie frise. Je ne sais pas encore comment je vais présenter ça, mais je vous les présente quelque part par là. Et puis, passons maintenant à la deuxième partie de l'histoire, à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir évidemment la chocolate, messieurs. La chocolate. Ah, la chocolate. Et oui, la chocolate, les gars. La chocolate, vous le savez très bien, cette année, c'est MBB qui l'organise en aide avec Scarabée. C'est sous le signe du chaos, des dieux du chaos. Pourquoi pas? Moi, j'adore les dieux du chaos aussi. Qui dit du chaos dit des règles chaotiques. Et là, il n'y a pas à dire, les gars, les règles, c'est encore une fois du grand n'importe quoi, c'est plus que chaotique. Là on est au-delà, on est dans une troisième dimension du chaotisme, dans des dieux qui n'ont ni queue ni tête, dans des trucs... MBB, t'as pris quoi avant avant de prendre ces règles? Et dis-nous, nous aussi on en veut, sincèrement on en veut. Alors déjà, un truc à savoir, 20 participants. On a 20 participants. Je vous affiche la liste ici. Chacun des participants devait choisir un dieu du chaos auquel il s'affiliait. Alors, sur le petit tableau, il y a une petite bafouille qui a été faite. C'est-à-dire que Mamet, finalement, a décidé de ne pas la jouer, la chocolate, parce que il voulait pas qu'à la première journée, on lui pique un de ses joueurs. Hein, Mamet, hein. Non, c'est pas que ça. Et donc, du coup, comme par hasard, c'est Baba Yara qui arrive au tout dernier moment. Ah oui, déjà, c'est tiré au sort, je savais pas. Ah ben en fait, moi, je veux jouer aussi. Réveille-toi, Baba Yara. Enfin, l'île Forum, quoi, ça fait depuis un mois que c'est annoncé. Il prend la place de Mamet. Et puis, de toute manière, ils avaient choisi le même dieu, donc ça change pas les stats au niveau des dieux. Mais bon, globalement, comme vous voyez, il y a le plus de joueurs qui ont opté pour Slaanesh, hein, comme par hasard. Hein, bande de petits vicieux, bande de petits saligots. Zinch aussi, on aime bien parce que le changement, c'est maintenant, comme on dit. Le changement, c'est maintenant. Donc on aime bien, nous. Alors Nurgle, on n'est pas des gros dégueulasses, quoique, pourquoi pas. Et donc, si, on est des gros dégueulasses, mais autrement que Nurgle, en fait. Hein. On n'est pas des gros pourris, on est des gros dégueulasses, mais pas des gros pourris. Hein. Vous voyez la nuance. Et donc, on a 20 participants. Et donc, on se dit, 20 participants, on va faire comme en playoff, c'est-à-dire qu'on va prendre des qualifiés d'office et on va faire des barrages. C'est pas comme ça que ça va se passer. Non, le mec, ils ont dit, non, on va en prendre 20, on va faire des dixièmes de finale. Bah ouais, c'est trop simple, faisons des dixièmes de finale. Et donc, du coup, il y aura, dixième de finale, il y aura 10 joueurs qualifiés. Comment on fait après? Hein? Bande de malins, c'est du jamais vu. Alors comment ça va se passer? Donc 10e de finale, élimination directe, c'est-à-dire on va prendre les 20 qualifiés, on va les tirer au sort, on va les mettre par paire de 2, et on va faire du tirage au sort pour savoir qui joue contre qui, et du coup ça nous donnera 10 qualifiés, donc 10e de finale. Ensuite, forcément, 5e de finale, parce qu'il y a 10 joueurs, donc 5e de finale, 5 qualifiés. 5 qualifiés, qu'est-ce qui se passe? On va faire un championnat à 5, un mini-championnat à 5, comment ça va se passer, hein? Ah bah non. Et donc après les 5e de finale, 5 qualifiés, comment on va faire? Des quarts de finale non, même pas des quarts, des tiers de finale. Des tiers de finale, des tiers de finale, tout simplement. Parce qu'on va prendre les 5 qualifiés, et on va en repêcher un
parmi ceux qui ont été éliminés en cinquième de finale. J'ai jamais vu ça, nulle part. Nulle part dans aucun sport, même dans des compétitions, même dans du tir à l'élastique sur pigeon voyageur, j'ai jamais vu ça. N'importe quoi. Et, euh, et donc, on va avoir des tiers de finale. Donc, on va avoir 3 qualifiés pour les demi-finales. Ouais, 3 qualifiés pour les demi-finales. Ouais. Bah, ça veut dire que, pareil, pour les demi-finales, ils vont en repêcher un sur les tiers de finale. Un de ceux qui avaient perdu en tiers de finale va être repêché. Il va avoir la chance d'être repêché. C'est vraiment la pêche. Hein. C'est pas sous le signe du chaos, les playoffs. C'est sous le signe de la pêche, moi, j'ai envie de dire. Hein. Et pas le fruit, hein, la pêche à la ligne, quoi. On va en repêcher là. Hop, à la moulinette et on le ramène. En demi-finale. Donc, du coup, on va avoir 3 joueurs de qualifiés direct plus un repêché. Demi-finale, et puis enfin finale. De demi-finale à finale, on revient à la logique. Hein, c'est bien, bravo. Bravo. Mince, pardon le micro. Bravo les gars, bravo. Chapeau. Top. Non, bon, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire pourquoi. Et pourquoi pas. On peut tous se permettre à la chocolate. Pourquoi pas faire une règle où ceux qui ont gagné finalement ont perdu, sont éliminés. Pourquoi pas, c'est chaotique. Ah, MBB, tu n'as pas pensé à ça. Les perdants seront les vainqueurs. Hein? Ce serait beau, ça, magnifique. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer, quand même pas. Et tout ça, ah oui, j'ai oublié, tout ça, le plus important, entre chaque phase, va pas y avoir, comme pour les playoffs, une échelle où chacun est classé et on sait qui risque de rencontrer. Non. Entre chaque phase, il y a un tirage au sort intégral des paires qui se rencontrent. Intégral. C'est vrai, nous, à la Lutèce, pour le tirage, c'est comme pour l'épilation. On est pour l'intégral, nous. On adore ça, tout simplement. Voilà. Donc, alors, que se passe-t-il? Le premier match, c'est des dixièmes de finale. Dixièmes de finale, donc 10 matchs, donc 20 coachs qui ont donc été tirés au sort par une main innocente d'un enfant de 5 ans. Oui, je vous assure. D'ailleurs, je vous montre ici le tirage qui a été fait avec la photo qui apparaît juste là. Magnifique nappe, Scarabée, magnifique nappe, bravo. Joli. C'est quel rideau? Le rideau, il est d'où là, ce rideau? Dis-moi, j'ai envie d'avoir le même. Et puis, tu sais pas écrire, enfin, c'est illisible ton truc. Heureusement que MBB te déchiffre, parce que c'est illisible. Illisible, j'ai même pas. Actar, ça s'écrit comme ça? Bah, dis donc. Ah oui, et Johnny Velociraptor Ivanovic, c'est un J. Ah, quel respect, mais franchement. Quelle indécence, c'est odieux, c'est scandaleux. Manquer autant de respect à un coach, quoi. Ne l'appeler que par la première lettre de son nom, c'est un scandale. Bon, quoi qu'il en soit, les dixièmes de finale sont sous le signe de Slanesh. Hein. On le sait maintenant, c'est sous le signe de Slanesh. Comment ça va se passer? Slanesh, c'est le dieu vicieux. Et c'est simple. MBB a décidé que on va piquer. Chacun des coachs qui rencontre son adversaire va piquer un joueur dans l'équipe adverse. Tout simplement, celui qui veut, au hasard. Enfin, pas au hasard, de manière secrète. Il va piquer, il choisit le joueur qu'il veut jouer. Et tout ça sans que ça rentre en ligne de compte dans le calcul de la team value, ni rien, ni caisse. Voilà. Ah, t'as un blitzer, châtaigne, tacle, esquive, en force, prise sur, glissade contrôlée et grosse quéquette. Bon, il va jouer chez moi aujourd'hui. Tiens, il va jouer chez moi. Et toi, tu me prends quoi? Ah oui, toi, tu joues Minus. Moi, je vais te piquer un troll, quoi. Ouais, voilà. Tout simplement. Ça change pas en plus la team value des équipes. Ah oui, et en plus, cerise sur le gâteau, pas de sorcier à la chocolate. Mais genre sur toute la chocolate, pas de sorcier. Bah non, un sorcier avec tous les flux de la warp, des dieux du chaos qui seront autour et au-dessus des terrains et des stades, le sorcier, sa tête exploserait. Donc pas de sorcier. Ça va être funky, les gars, ça va être funky. Et c'est pas tout. J'ai oublié. Enfin, non, j'ai pas oublié, justement. Je gardais le plus beau pour la fin. À chaque journée, chaque dieu va donner un avantage à chacun des coachs en fonction du dieu qu'ils ont choisi. Et là, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Mais tout à l'heure, quand je disais que c'était du gros n'importe quoi, bon, déjà, on avait des coachs quand même au cerveau torturé pour pendre les règles
que je viens de décrire. Mais là c'est plus loin, c'est au-delà de la démence. Là on est dans de la démence pathologique, on est dans de la névrose chronique. Même Freud, quand il a lu ça un jour, il a commencé à saigner des narines. Si, il l'a lu, je vous assure, il l'a lu. Tout simplement, chaque dieu va offrir des démons, des joueurs en plus, enfin un joueur en plus en l'occurrence, sauf Tzeentch, mais on en reparlera, je en parle tout de suite, à chacun des coachs. Donc par exemple, prenons Korn. Alors pour moi, le démon de Korn, le sanguinaire de Korn, pour moi, il est assez basique et sa compétence elle est assez légère. Pour moi, ceux qui ont choisi Korn, ils se sont fait bien entuber, mais bien, hein, bien comme il faut, hein, vraiment bien comme il faut. Parce que bon, la règle, elle est comme elle est, mais ça donne châtaigne. Si un joueur à côté du sanguinaire élimine un joueur, bon, voilà, c'est super, ça donne châtaigne, super, je suis trop bien. Nurgle, c'est déjà un peu mieux. Bon, ceux qui ont pris Nurgle, pareil, ils peuvent se dire, quand même, on se fait un peu enfler, mais pas autant que le copain Korn, là, à côté. Hein. Bon, déjà, on a un joueur solide qui va rester là, et à mon avis, personne va le blitzer, personne va le toucher, parce que avec toutes les répulsions, les trucs dégueulasses qu'il a, en plus avec sa règle spéciale, là, qui fait que si on le blitz on a une chance sur deux de s'arrêter, de plus pouvoir jouer. À mon avis, personne va s'amuser à le blitzer. Donc le mec, il va rester là, au milieu du terrain, et puis tout le monde va s'en contre-foutre de ce joueur-là, à peu près. Et après, ça devient n'importe quoi. Mais là, après, ça devient hallucinant, tout simplement. Hallucinant. Alors, la démonette de Slanesh. Alors, MEB, la démonette, pas la démonette. La démonette de Nurgle. De Slanesh, pardonne-moi. La démonette. Hein. Sincèrement, on comprend que dalle au niveau de la règle spéciale. Mais que dalle. Ok, on regarde les stats, elle est rapide, elle est agile, tout ce que tu veux. Ok, on a compris, Slanesh, c'est les petits vicieux qui se faufilent partout, hein, surtout là où il faut pas. Mais la règle spéciale. MBB, la règle spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du français, bordel. Il y a marqué quoi là? C'est écrit quoi? Moi, je comprends rien. Je lis. Pourtant, j'ai eu mon bac. Bon, certes, il y a presque 30 ans, mais je l'ai eu. Même mon brevet, je l'ai eu aussi. Hein. Je comprends pas. Pardon, mais moi, j'ai lu. Et il est où mon Becherel? Ich liebe dich, je sais pas. C'est pas du français, je suis désolé. Enfin, réécris la règle, parce que moi, sincèrement, moi, je la lis, je pige pas. Mais c'est pas tout. Tzeentch, maintenant. Tzeentch, c'est vraiment la cerise sur le bateau. On a mis la barre sur les i avec Slanesh. Là, on met les points sur les t avec Tzeentch. Tzeentch, franchement, les gars, ou alors ils ont pas compris. Ou alors moi, j'ai pas compris. C'est possible aussi. Mais Tzeentch, c'est du gros n'importe quoi. Alors pour rappel, chacun des démons, hein, tous les démons de chaque dieu, a une règle spéciale, instabilité démoniaque. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette règle, ça fait que si le démon meurt ou est éliminé d'une quelque manière que ce soit, il revient en match d'après, tout frais et tout beau. Pas de souci. Sauf que chez Tzeentch, il y a une règle spéciale qui fait que si jamais l'horreur se fait exploser la gueule, il crée 2 copies plus faibles, plus petites de lui-même. Donc l'horreur rose, elle crée 2 bleus, et chacune des bleus peut créer 2 sulfureuses. Jusque-là, c'est fluff, c'est comme ça depuis la nuit des temps chez Tzeentch. Tout va bien. Sauf que tous ces petits démons, ils ont instabilité démoniaque. Ce qui fait que si le coach Tzeentch il se fait exploser son horreur rose, il a 2 démons bleus avec instabilité démoniaque. Mais la rose, elle avait aussi instabilité démoniaque. Et si les bleus se font éliminer, ils ont instabilité démoniaque, ils créent 2 sulfureuses qui ont aussi instabilité démoniaque. Vous voulez où je veux en venir? Si je lis les règles de manière littérale, telles que c'est marqué, ils ont tous ces petits démons ayant instabilité démoniaque, normalement, la règle fait qu'ils reviennent tout frais au match d'après. Ce qui fait que Tzeentch, le joueur qui a pris Tzeentch, comme votre serviteur par exemple, qui ne connaissait pas la règle, mais bon, il sait quel dieu prendre évidemment, se fait exploser son horreur rose. Il a 2 bleus. Et le rose ayant instabilité démoniaque va revenir en match d'après. Mais les bleus
les roses, les bleus, enfin la rose et les bleus vont revenir aussi, puisqu'ils ont une stabilité démoniaque. Et pareil pour les sulfureuses. Ça fait qu'on peut se retrouver, le joueur Zinch, s'il se fait exploser ces petits démons, il peut se retrouver avec jusqu'à 4 démons, jusqu'à même 5 démons en plus sur le terrain pour le match d'après, s'il gagne. Si je lis bien les règles, hein. Moi, il y a une couille dans le potage au niveau des rules, là. Il y a un truc qui va pas. Je dis ça, je dis rien, c'est peut-être moi qui a mal compris, je sais pas, mais en tout cas, si je lis les règles littéralement, c'est ça qui va se passer. Moi, mon aura rose, c'est clair, je l'envoie direct sur le plus gros joueur adverse, je la colle tout le match, et je lui dis, explose-moi, fais-moi des petites horreurs bleues, s'il te plaît. C'est ça que je fais, tout simplement. Je l'envoie même direct dans le public. On a le droit de faire ça, de dire à un joueur, va dans le public, va te faire taper par le public. Là, tu vois la losse, bah tu sors. Non, pas la losse, la ligne de bord de touche. Tu sors, tu vas dans le public. Fais-toi taper par le public. Bon, bref, ça va être du gros n'importe quoi. J'ai hâte, mais là, franchement, faut les gars, aussi bien Slanesh que Zinch, faut nous expliquer quand même, parce que j'ai peut-être pas compris, mais je pense que j'ai compris ce qu'il fallait pas que je comprenne, en fait. Alors, voyons maintenant ces fameuses dixièmes de finale. Voyons qui rencontre qui. Ça a été tiré au sort, comme je disais, par la main innocente d'un petit de 5 ans, quand même. Alors, je dirais pas qui c'est, mais il y a du scarabée dans le tas. Ça, c'est sûr. Alors, la première opposition, c'est Nico contre Edzergon. Nico en corne et Edzergon en Slanesh. Alors, il y a 1620 pour Nico de Team Value et 1550 pour Edzergon. Ça fait 70 000 en avantage pour Edzergon, pardonnez-moi. C'est pas énorme non plus. Ça va jouer quoi sur une Babe et un coach assistant. C'est pas ça qui va faire la différence. Alors, ce qu'on peut regarder et s'amuser à faire, c'est de savoir quel joueur piquera l'adversaire dans chacune des équipes. Alors, pour Nico, l'équipe, elle est trop peu compétente. Mais là, on a un très joli Saurus, blocage, châtaigne, garde tacle. À mon avis, c'est ce joueur-là qui va se faire piquer. Hein, parce que s'il n'y a plus ce joueur-là, bah, il n'y a plus rien dans l'équipe. Tout simplement. Hein, on est d'accord. Le truc, c'est qu'en face, Edzergon, il a aussi un joueur star. Le lanceur, évidemment. Et surtout, qui a chef. Et donc, du coup, en le prenant, Nico va priver Edzergon d'une relance en plus. Chef, blocage, esquive, nerf d'acier. Que demande le peuple. Alors, très jolie équipe aussi pour Edzergon, mais Nico, même si son équipe n'est pas hyper bien évoluée, il y a quand même un tacle plongeant, 2 tacles plongeants, pardonnez-moi, ça peut se jouer là-dessus, avec la perte du lanceur, ça peut sonner le glas pour Edzergon. Moi, je vise plutôt un match à l'avantage de Nico, alors de pas énorme, mais 55-45 en faveur de Nico, à mon sens. Alors, autre match, Melfios contre Poire Abricot, deux destins croisés. Melfios qui a très bien commencé et qui après s'est effondré. Poire Abricot, pareil. Donc, pas croisé, mais parallèle, mais peu importe. Alors, team value 1580 pour Melfios et seulement 1340 pour Poire Abricot. Donc, ça fait 240 000 points en faveur de Poire Abricot. Mais attention, on a bien dit, pas de sorcier. Et du coup, 240 000 points, à part prendre en orque noir, à part prendre des pots de vin d'arbitre, c'est compliqué, c'est dur. Surtout que, voilà, il y a un joueur essentiel dans l'équipe de Poire Abricot, c'est le garde blocage stabilité ici, par exemple. Ou éventuellement le déloyal glissade contrôlé, le gobelin. À mon avis, ça va se jouer sur un des deux que va piquer Melfios. Et évidemment, dans l'autre sens, pour Abeco, il y a un blitzer châtaigne tacle esquive en force. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Tacle, hein. Voilà. faut enlever du tacle. Et ce qu'il y a, c'est que c'est le seul tacleur de Melfios. C'est ça la problématique. Donc ça va jouer là-dessus, évidemment. Ça va se jouer là-dessus. Il n'empêche que l'équipe de Melfios est beaucoup plus costaud que celle de Poire Abeco. Là, pareil, je vise. Parce que l'Indusment, même à 240 000, il n'y a rien en orque noir à prendre. Il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Je vise, voilà, pareil, 55-45 en faveur de Melfios sur ce match-là. À mon sens, Melfios a plus de chances de se qualifier. Surtout que Melfios a pris Zinch, hein, encore une fois, et pour Abricot, il a pris Korn. Korn, c'est le moins bon, hein, des dieux que... Franchement, les démons, Korn, c'est les moins bons, à mon sens.
Ensuite, on a une belle opposition de style entre Baba Yara et Manu. Alors, Baba Yara, c'est 1575 000 points de team value avec évidemment un danseur de guerre de folie, tacle, glissade contre la lutte, prise sûre, qui sera forcément celui qui va être ciblé par Manu. Et Manu, c'est 1330 avec aussi un. Il y a deux joueurs. Il y a deux joueurs star. Soit le Saurus blocage bagarreur crâne épée. Oui, mais surtout le Skink blocage sournois poursuite rétablissement. Tout au hasard. Hein. Tout au hasard. Maintenant, il y a un écart de 245 000 points quand même entre les deux. 245 000 points, c'est beaucoup. Pas de sorcier, encore une fois, je rappelle. Mais peut-être qu'on aura la chance de voir Dribble and Ruble chez Manu. La difficulté, c'est que vraiment les elfes sylvains, même avec le danseur de guerre, il est magnifique, mais même avec le danseur de guerre perdu, les elfes sylvains, c'est quand même la némésis pour les hommes lézards. C'est vraiment. Ils détestent, les hommes lézards détestent jouer les elfes sylvains. Et surtout, il y a un danseur de guerre, un deuxième danseur de guerre arracher la balle. D'où, à mon sens, un léger avantage, pareil, 55-45 en faveur de Baba Yara. Alors Baba Yara est parti en plus sur Slaneige, donc avec une jolie démonette, et Manu Zinch. Zinch, c'est bien, ça fait des jolies horreurs, mais bon, ce sera pour moi insuffisant pour pallier la force quand même du roster Elf Sylvain face au Homme Lézard de Baba Yara. Donc avantage pour Baba Yara. Ensuite, un match contre des cogneurs. Buckler et Andvark en mort-vivant, 130 000 points seulement. Contre Imuzerg, on a 165 000 points, avec notamment le joueur star du championnat, celui qui a tout simplement marqué le plus d'XP sur la saison régulière. Mimolette, le coureur. Blocage, chèvre, esquive sur la balle. Bon, à mon avis, ça va jouer sur ce joueur-là que vont piquer évidemment les deux zozos. Parce que le deuxième, il n'a pas esquive, il a que blocage, le deuxième coureur, et ça laisse qu'un seul coureur au nain d'Imuzerg. Donc à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut partir. De l'autre côté, il y a forcément la goule, blocage pressure, glissade contrôlée, ce qui permettrait de pallier, pour Imuzerg, de pallier la perte de son coureur. Même si c'est vrai que le revenant tac châtaigne est intéressant aussi, mais l'équipe de il y a presque, ils ont fait que ça comme évolution de joueurs sur toute la saison. Yaouch et Buckler. C'est minable, c'est minable. Après, ça leur donne 350 000 points de team value d'écart. Énorme, parce que peut-être qu'on verra enfin un Comte Luthor. Moi, je dis, ça peut se jouer de là-dessus. Un Comte Luthor, c'est pile poil le bon montant. Et avoir un regard hypnotique dans les rangs face à Dunin, ce serait le bonheur, ça. Regard hypnotique sur un pilier de cage, bam, je rentre dans la cage avec un tacleur, bam. Ah, mais ils n'ont pas de tacleur. Oui, mais c'est pas grave, il y aura pas le coureur esquive, il y aura peut-être la goule. Mais rentrer dans la cage avec un joueur pour mettre 2D au coureur, ce serait magnifique. Avec un joli Luthor, 5 de force, n'oublions pas, donc il peut aussi dégommer du nain, en veux-tu, en voilà. C'est pour ça que, grâce à ce gros inducement et le fait qu'ils peuvent piquer le coureur du Muserg, je pense que Buckler et Yaouch sont favoris, légers favoris aussi sur ce match-là. Je dis pareil, 45-55 en faveur de Buckler et Yaouch. Ensuite, on a Bozo et Dr. SLM, son compère malheureux perdant de la dernière journée des playoffs. 1 655 000 pardonnez-moi, points de team value contre Monsieur Odin. Monsieur Odin, c'est 154 000, ça fait 125 000 points d'écart. C'est pas énorme, il n'y a pas grand chose à prendre en Norsk à ce prix-là. Certainement une Cindy qui peut effectivement gêner les Skaven. Très jolie équipe Norse de Monsieur Odin, et surtout avec 4 tacleurs, et ça c'est important. Alors certainement un des tacleurs va se faire piquer, et je pense notamment ici à la star, la Valkyrie, esquive, lutte, tacle, la safety par excellence. Ça, à mon avis, Bozo, il va pas la rater celle-là, il va la piquer, c'est évident. Mais il sera obligé, ils seront avec Dr. SLM obligés de donner un joueur à Monsieur Odin. Et là, c'est pareil, Monsieur Odin, il a l'embarras du choix. Alors, le premier choix, ce serait le blocage garde, le Raogre, et comme ça, avec le Yeti, je démonte l'équipe adverse. Je suis pas, c'est un bon choix, mais je suis pas sûr que ce soit le choix le plus optimal, parce que on a ici quelques coureurs d'égout, et enlever des coureurs d'égout,
Oskaven, ça leur enlevait d'atouts offensifs. Le lutte arraché la balle comme safety, puisque lui va te piquer un safety. Piquer un safety au Skaven, c'est pas mal aussi. Ou pour s'assurer effectivement aussi un autre safety magnifique, blocage tag, glissade contrôlée. Là on s'assure aussi bien la défense que l'attaque. Donc le choix le plus évident, ce serait le Ragre. Je suis pas sûr que ce soit le bon choix. Maintenant, je pense quand même que la perte pour Monsieur Odin de sa Valkyrie, qui est sa véritable safety et son joueur star, aux côtés de l'autre Valkyrie, qui est très forte aussi, mais moins complète peut-être en tout cas en safety, en défense, que celle qui a lutte tackle. Ça va faire un gros désavantage pour Monsieur Odin. Et puis il y a aussi l'expérience de jeu. Bozo, c'est un vétéran, si c'est lui qui joue, c'est un vétéran de la Lutèce. Là, je mise plutôt sur un 60-40 en faveur de Bozo pour la qualification. On passe maintenant à Courchevel contre Unefoni Valentine, Fun donc. Courchevel, le malheureux non qualifié de la dernière journée. Team value Norsk très basse, 115 000 parce qu'il aime bien jouer les stars. Et Funny Valentine, ils ont raté leur saison, 134 000. Donc ça veut dire que les bas-fonds ont plus de team value que Courchevel. Il y a 195 000 points d'écart. C'est beaucoup. Surtout que la difficulté en bas-fond avec cette règle dégueulasse, c'est que Courchevel n'a même pas à réfléchir quel joueur il va prendre. Ok, il y a un garde bras musclé pour le troll, mais on s'en fout. Bas-fond, tu prends le coureur d'égout, blocage de tête, et tu enlèves la moitié des 50% de l'attaque, même peut-être 60% de l'attaque bas-fond et fini. C'est simple. Il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a pas à tortiller. Tu réfléchis même pas. Bim, je prends ce joueur-là et c'est foutu. Et c'est fini, c'est foutu. Enfin, c'est pas foutu, mais c'est fini. C'est fini pour les bas-fonds. Alors, évidemment, Unefoni Valentine vont prendre aussi un joueur chez Courchevel. Mais là, franchement, perdre ce joueur-là, ça va être drastique pour eux. Alors, quel joueur Un et Funny Valentine vont choisir? Ça va jouer entre soit la Valkyrie, soit le Berserk. À mon avis, les deux sont magnifiques, mais bon, arracher la balle, chef, lutte, esquive, prise sûre, hein. Parce que bon, le Berserk, ok, il attaque, il la châtaigne, il peut faire très mal, mais bon, il suffit de lui coller un joueur plutôt résistant et ça peut tenir. La Valkyrie, non. La Valkyrie, arracher la balle de base, chef, lutte, le safety, et puis surtout mouvement de 7. Voilà, c'est tout. Les Skaven ont mouvement de 7 aussi et les Bafons ont besoin de bouger rapidement. Donc ils ont besoin d'un joueur qui va vite. Je pense que c'est la Valkyrie que Courchevel va perdre. Après, il y a 195 000 points d'écart. Donc qu'est-ce qu'il y aura en face? Peut-être une Cindy. Qu'est-ce que Courchevel choisira? Peut-être une Cindy, effectivement, pour mettre en face de Unefoni Valentine. Et pourquoi pas un Helmut avec ce qui reste, à voir. Donc là, je sais pas, d'un côté, Unefoni perdent le blitzer, le gutter, de l'autre, il gagne une Valkyrie. C'est pour ça que dans les dixièmes de finale de la Chocolate, c'est peut-être le match le plus indécis, je dirais 50-50, balle au centre, et là je me mouille pas, je fais pas de prédiction sur le vainqueur, ça va vraiment se jouer au dé. Je ne l'ai pas dit, Courchevel a choisi Norgul, bon, pourquoi pas. Un et Funny sont partis sur Slanesh avec une jolie démonette qui permettra peut-être de jouer un peu la rapidité aussi, ça va donner un atout supplémentaire en attaque. Mais bon, c'est pas ça qui va changer le game. Ensuite, un gros écart de team value. On a Delphonix 125 000 ou 1255 de team value. Ou 1 255 000, c'est mieux. Non, c'est pas 125 000. Ouais. De team value avec ses elfes noirs et en ayant choisi Slanesh. Contre Blat Maladorante, 1500 de team value qui a choisi Korn pour le coup. Encore une fois, je répète, Korn, c'est peut-être le moins intéressant des dieux à avoir, qui pouvaient être draftés. Il y a quand même 245 000 points d'écart de team value. En plus, Blat Maladorante, il a une très jolie équipe. Et là, c'est pareil. On a envie de dire, il y a un Minotaur, je vais piquer le Minotaur. À mon avis, c'est un mauvais choix. Qui joue la balle chez les Ninducs? Les Centaures Taureaux. Qui joue l'attaque? Les Centaures Taureaux. Là, il y en a un très joli. Alors, il a -1 en armure. Mais blocage prise sur 1. Enlever un blocage prise sur à la blatte,
ça va pleurer dans les chaumières, c'est sûr. Alors certes, il va gagner un elfe, mais quand même, enlever un joueur de 4 de force avec prise sur blocage, ça va lui faire beaucoup plus mal que perdre un Minotaur qui a aucune comp, qui est tout frais. Bah oui, puisqu'il a perdu le sien il y a quelque temps. Mort, la blatte. En échange de quoi? Qu'est-ce qu'il va prendre? Bah, l'équipe d'Elphonix, elle est très très peu évoluée. Il y a effectivement un esquive tackle en blitzer, mais -1 à la passe, bon ça on s'en fiche, mais esquive tackle, bon voilà, il va le prendre ce joueur-là pour pouvoir porter la balle, parce qu'il va perdre, à mon sens, son Tortoro. Alors 245 000 points, quoi prendre en inducement si on ne peut pas prendre le sorcier en elfe? Bon, c'est simple, il y a du nain, il y aura un blitzer esquive tackle, on va aller sur les stars, et là, star, à mon sens, ce qu'il faut prendre, c'est Eldril. Il rentre pile poil, à 230 000, regard hypnotique, voilà, tout simplement, regard hypnotique. Il y a ce qu'il faut pour effectivement embêter le porteur du ballon avec le regard hypnotique. Ou un pilier de cage, naturellement. Et derrière, tu rentres dans la cage, enfin, qui n'est plus une cage fermée avec un lutteur, et tu essayes de faire tomber la balle, tout simplement. Voilà. C'est ce qui restera à faire, et ne pas se faire démonter l'équipe. C'est pour ça que je dis, entre le Centaur piqué et l'Inducement, même si l'équipe de la Blade fait peur comme ça sur le papier, je donne un léger avantage quand même pour Delphonix. Moi, je dirais 55-45 en faveur de Delphonix sur ce match-là. Surtout que, encore une fois, Delphonix a pris Slanesh, et donc il aura en plus une jolie démonette qui pourra aussi jouer la balle au cas où. Bon, passons maintenant au plus gros écart de team value sur ces dixièmes de finale. Votre serviteur en halfling contre Riffraff. Et là, franchement, j'ai envie de dire merci le tirage au sort, quoi. Je tombe sur la Némésis des Minus, à savoir les vampires directs. Autant vous dire, il n'y a pas match. Il y a 515 000 points de différence de team value. Riffraff, il est à 1 580 1580. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir lui piquer soit le Vargeist, soit effectivement le Runner, magnifique ici. Esquive, blocage, glissade contrôlée. Pourquoi pas. L'avantage chez moi, pour moi en tout cas, c'est qu'il n'a pas de tackler. L'autre option, ce serait le thrower. Il en a un deuxième esquive, mais le blocage esquive en thrower, c'est pas mal aussi, parce que ça lui enlève un 4 de force. Donc ça va se jouer là-dessus. Ça va se jouer soit sur le Vargeist, qui est magnifique, blocage châtaigne, soit sur le thrower, soit sur le runner. J'hésite encore. De mon côté, qu'est-ce qui peut me piquer la solution logique, ce serait le marbre au blocage pro. Ça m'en enlève un homme marbre, évidemment. C'est pas mal. Mais le surnageur de Loyal, c'est pas mal aussi. Non pas qu'il veut m'éliminer des halflings, c'est juste de se dire, j'enlève une arme d'agression nucléaire à Duda, quoi, tout simplement. Et puis, évidemment, le receveur, halfling, blocage, glissade contrôlée. Pour moi, ça va se jouer entre ces trois joueurs-là. Ma préférence irait comme ça spontanément sur le blocage pro, parce que c'est quand même mon homme du centre du terrain. Mais c'est vrai que le choix du receveur est très appétissant. Mais bon, je pourrais compenser effectivement avec un vampire. Après, 515 000 points d'écart de team value, ce qui est énorme. Il y aura forcément de la... Custo Halfling, ça vous le savez. Vous savez très bien que je ne prends pas de Bomber cette année, ni Griff, donc je ne les prendrai pas. Donc ça va se jouer sur les stars. Il reste du Zug, il reste de la Carla, il reste Puggy évidemment, il reste Rambelow. Ça va se jouer entre ces stars-là qui sont des stars habituelles des Halflings, avec le Cuisto, bien sûr avec le Cuisto. Malgré tout, c'est du vampire en face. Regard hypnotique, il n'y a plus de cage chez les Halflings, et après je rentre à 2D dans la cage. Donc, dans la cage qui n'est plus là. Donc, c'est tellement simple. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un gros avantage du côté Riffraff. Je dirais 60-40 pour Riffraff. Ouais, 60-40 pour Riffraff, sans problème. Ça reste du vampire. Du vampire contre du Minus, c'est assez simple. Alors on a pris Zinch tous les deux. En plus, ça se jouera même pas sur les dues du chaos, l'écart. Donc vraiment, je vois pas comment Riffraff, sauf gros malentendu, je vois pas comment Riffraff pourrait perdre ce match. Ensuite, Fracas contre Johnny, celui que Scarabée appelle G. Gros écart en défaveur de Fracas. Hein. Alors attention, ils ont fini derrière. Avant Zaiko, c'est les derniers en fait, hein, qui se rencontrent. L'antépénultième contre l'avant-dernier, tout simplement. Vous voyez que Fracas, avec Deslan avant-dernier, sa team value, c'est 1650 quand même.
Et Johnny, c'est 1525. Donc c'est en faveur de Johnny. Les deux équipes sont cassées. Hein, les deux équipes sont cassées. Même si chez les Slan, il y a quand même un joueur essentiel. C'est celui-là, le 3/4 Slan, arracher la balle lutte. Celui-là, si fracasse le perd, c'est plus de 50% de sa contre-attaque qui est foutu en l'air, hein, de son contre sur l'adversaire qui est foutu en l'air. Donc je pense que c'est ce joueur-là que Johnny devrait viser. Et qu'est-ce que va prendre Fracas? Bah, il n'y a rien de sexy, hein. Franchement, l'équipe de Johnny, elle est vraiment pas belle sur le papier. Enfin, à la 15e journée, elle est pas impressionnante. Bon, il y a un châtaigne tacle ou un tacle châtaigne au choix, je sais pas, un des deux. Forcément, bah, pour éviter qu'il y ait deux tacleurs, dans l'équipe en face, donc ça va se jouer là-dessus, mais c'est pas non plus l'idéal. 125 000 points d'inducement. Sachant qu'en plus Fracas a pris Slanesh, donc il aura un joueur plus rapide, alors que Johnny Velociraptor Ivanovic, parce que moi je dis les noms en entier, a pris non pas du tout, enfin GVE, il a pris Korn, c'est pas l'idéal. Voilà, même si Fracas va perdre son joueur le plus précieux en défense, je pense que c'est du 50-50. C'est du indécis aussi. Les deux équipes sont pas impressionnantes sur le papier. Chacun va perdre un joueur essentiel. Et l'Inducement, ça va pas se jouer là-dessus. Il y aura peut-être un bomber qui est super, mais c'est tout. Donc et ça fait pas non plus peur au Slanesh, le bomber. Donc c'est pas non plus l'idéal pour Johnny. Donc 50-50, balle au centre. Et enfin, on finit par les deux rosters la plus grosse team value qui se rencontrent l'un contre l'autre. C'est bien fait pour vous, les gars. C'est très bien fait. Actar contre Dexine. Necro contre Vampire. Necro, c'est peut-être le roster qui peut, à ce stade-là de la compétition, faire le plus chier, embêter, on dit, les Vampires. Très jolie équipe des deux côtés. Alors, Actar, il a une team value de dingue, 1670. Et pourtant, il est bien en deçà de Dexine qui est à 1740. C'est la team value la plus grosse du championnat, 1740. Non mais cette équipe-là, c'est juste indécent, encore une fois, les comptes qu'il y a. Alors, il y a 70 000 points d'écart, c'est pas énorme. Enfin, ça reste. Enfin, n'importe quelle équipe normalement constituée, l'écart de team value serait immense. Mais là, pour le coup, vu que c'est deux gros team value qui se rencontrent, il n'y a que 70 000, donc c'est pas là-dessus que ça va jouer. Ils ont pris tous les deux Nurgle. Bon, bah, ils auront un espèce de gros zombie, parce que c'est ça, hein, le pourri Nurgle, un gros zombie intouchable au milieu de terrain. Bon, bah, super, génial. Mais de l'autre côté, c'est ça qui est plus important. Quel vampire va perdre Dexine? Et évidemment, là, il y a un vampire blitzer. Est-ce qu'il va arracher la balle? Juste qui doit être ciblé, mais en premier ordre par Actar. Arracher la balle, ça fait trop peur. Juggernaut, est-ce qu'il va arracher la balle? Voilà, tout simplement, il ne faut pas qu'il ait celui-là en face de lui, Actar. Et quel joueur va-t-il perdre? Forcément, les loups-garous sont intéressants. Le blocage esquive tacle, naturellement, il fait plaisir. Mais là, pareil, il y a une goule lutte arracher la balle. Donc la question est là. Est-ce que chacun des deux va choisir l'arracheur de ballon adverse ou pas? Telle est la question. Maintenant, si Actar choisit vraiment le vampire à arracher la balle de Dexine, cette perte-là, pour moi, elle va être trop préjudiciable pour Deck. Hein. Même si les autres vampires sont magnifiques, celui-là, quand même, est-ce qu'il va arracher la balle? En plus de son Juggernaut, vraiment, c'est du pain béni pour Actar. C'est pour ça qu'à mon sens, entre la perte de ce vampire-là, plus le fait que les Necros, c'est vraiment une équipe taillée pour embêter les vampires, je pense que là, pour le coup, je peux me mouiller vraiment. C'est du 65-35 en faveur de Actar. En termes de qualification pour les cinquièmes de finale, si vous voulez que je vous dise. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Voilà. Et bien voilà, j'en ai terminé là avec cette vidéo. Encore une vidéo hyper longue. Plus d'1 heure de vidéo encore. Je m'arrête pas, je m'arrête plus. Je suis une machine, je suis une bête de vidéo. Je m'arrête pas. Bon, bah, écoutez, il me reste qu'à dire bonne chance et bon courage, surtout à tous les qualifiés, que ce soit en barrage des playoffs ou en chocolate. Bonne chance, ouais. Bonne chance. Il en faudra de la chance, naturellement. Surtout en chocolate. Merci, ça va être très drôle. J'adore ce qui se passe à la vitesse.
Et bien, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, naturellement. Cette fois-ci, si j'ai le temps, j'aurai le temps, je le trouverai. On parlera évidemment, maintenant que ça c'est fait, on parlera évidemment de la fin de saison et des stats, et des meilleurs, et des moins bons. Et on va décerner les prix, et on va décerner des jolis trophées à chacun des coachs qui se sont distingués dans les diverses disciplines de la Lutèce. J'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. Au revoir tout le monde. À ciao à la Lutèce. À bientôt les gars. Salut tout le monde. Ciao.